Accord. Corps à corps. Et on en a parlé hier, mais on va encore en parler aujourd'hui car c'est historique. Enfin, j'ai envie de dire, le Parlement s'est rappelé qu'il avait un rôle de contre-pouvoir et l'opposition, les partis RN, LR, Europe Écologie Les Verts et les filles ont enfin dépassé leur pudeur de gazelle pour voter une motion de rejet ensemble contre le projet de loi immigration. Je vous rappelle ce moment historique du décompte des voix à l'Assemblée. 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, comme le réclame la règle, Gérald Darmanin a présenté sa démission au président de la République, qui l'a refusé, ce qui a valu une comparaison amusante, cette fois-ci, de Marine Le Pen entre la politique du gouvernement et un jeu de rodéo. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen. Quant à se faire donner des leçons de débat par un gouvernement qui en est, je crois, à son 20e 49.3, il faut quand même un poil manquer de décence. Est-ce que cette alliance des oppositions doit amener une démission du gouvernement ? C'est au gouvernement de décider, mais vous le savez, je pense que ce gouvernement, comme il ne sait pas où il va en réalité, croit que la politique c'est du rodéo. Il s'agit de rester sur le cheval, même si celui-ci essaye de vous éjecter. Il ne s'agit pas d'aller quelque part, il s'agit juste de rester accroché à la selle. Donc ils resteront très certainement... Voilà, un gouvernement qui reste accroché à la selle ou accroché à son rocher, si on considère qu'il fonctionne comme des huîtres. Ce qui est intéressant, en tout cas, au-delà de l'avenir de ce projet de loi immigration, projet de loi qui avait deux têtes dès le début, c'est finalement l'avenir de cette majorité présidentielle accrochée à son rocher. Alors, cette fois-ci, d'ailleurs, comme à chaque fois, on a entendu pourtant le chantage classique, vous savez, le cordon satellitaire contre l'extrême droite, le Front républicain. Je vous propose d'écouter à ce sujet, c'était un moment très fort de l'Assemblée. Ça se passait justement juste quelques heures avant le vote du projet de la motion de rejet. Écoutez Gérald Darmanin. Monsieur Lucas, je vous ai entendu et vous évoquez vos clins d'œil, mais j'ai bien vu vos clins d'œil pour le Rassemblement national. Monsieur Lucas, j'ai bien vu votre compromission avec le parti de Madame Le Pen. Et monsieur Lucas, quelle que soit cette motion de rejet, plus jamais aucune leçon de morale de politique, plus jamais aucune leçon d'humanisme. Voilà, Gérald Darmanin qui tente, comme d'habitude, le petit chantage classique au cordon sanitaire contre l'extrême droite. Mais cette fois-ci, les partis n'ont pas cédé à la pression. Cette fois-ci, enfin, l'opposition a joué son rôle d'opposition. C'est donc le début possible d'une nouvelle ère pour le gouvernement Macron si les partis continuent sur cette lancée. Et c'est toute la question qu'on va aborder aujourd'hui avec Florian Philippot et Pierre-Yves Rougeron. Bonjour à vous deux. Florian Philippot, président et fondateur des Patriotes, Pierre-Yves Rougeron, juriste et spécialiste en intelligence économique et directeur de la revue Perspective Libre et président fondateur du Cercle Aristote. Je vais commencer par vous donner la parole, Florian Philippot. Comment interpréter en effet ce vote de rejet majoritaire contre la proposition de loi immigration, et finalement, est-ce que vous pensez que ça peut ouvrir de nouvelles perspectives pour finalement le monde politique ? C'est, comme vous l'avez dit, pour la première fois, ils ont joué en fait leur rôle d'opposition, parce qu'ils se sont souvenus peut-être pour la première fois, alors que c'est le cas depuis juin 2022, que la Macronie est minoritaire dans cette Assemblée et qu'ils ont été élus par des gens qui leur ont demandé de s'opposer. Enfin, c'est en tout cas mon opinion. Je pense que les gens qui ont voté pour ces partis-là voulaient s'opposer à la Macronie. Bon, je remarque qu'hier, effectivement, pour la première fois, ils n'ont pas cédé au chantage. Très bien. Donc j'espère que ça les aura décoincés pour la suite. Parce que le petit problème, c'est que là, ils l'ont fait sur une loi qui, objectivement, est une loi mineure. Alors, on peut y consacrer énormément de temps dans les médias, ça ne veut pas dire que c'est une grande loi, puisque vous le savez, de toute façon, notre politique migratoire, elle est gérée à 90% par l'Union européenne, par ses juges et par les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc de toute façon, d'ailleurs ça nous a été rappelé très récemment par le Conseil d'État qui nous a demandé d'aller rechercher un Ouzbek à nos frais et de lui donner 3 000 € parce que Darmanin avait désobéi à la CEDH. On ne désobéit pas au supranational, on le quitte.
ou on le respecte. Et le Conseil d'État vient de le rappeler. Donc la réalité, c'est que c'est une loi absolument mineure. Et en réalité, c'est pour cela que je reste de manière très mesurée optimiste, parce que c'était assez facile de s'opposer à cette loi parce qu'elle n'a pas grand enjeu. Oui. Je ne les ai malheureusement pas vus, ces oppositions, faire la même opération sur la réforme des retraites. Et Oui. la réforme des retraites, c'était autre chose, parce que cette loi était exigée par l'Union européenne. Oui. Ainsi que je ne les ai pas vus récemment se rebeller contre les 20-49-3 en votant des motions de censure. Alors, c'est pas le même vote. Oui. C'est pas le même vote, et à chaque fois, en fait, le critère il est simple. Dès que c'est une loi exigée par l'Union européenne ou à fort enjeu européen, alors ils se couchent. Quand c'est une petite loi de spectacle médiatique style loi immigration, alors ils sont soudainement un peu plus courageux. Oui. Mais peut-être, Florian Philippot, juste pour préciser pour tout le monde, je voudrais que ce soit clair, et pour moi-même d'ailleurs, la motion de censure, la motion de rejet, comment elle se vote? Motion de rejet, il faut une majorité des députés qui sont présents lors du vote. Donc c'est une majorité finalement assez simple, enfin pas simple, mais c'est plus simple à voir que la motion de censure. Il faut la majorité par rapport à la totalité des composants de l'Assemblée. Oui, une motion de censure, il faut 289 voix. Voilà, puisqu'il faut la moitié de 577. Oui. Mais ils les ont. En fait, ils les ont largement s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, début 2023, le groupe Lyot avait déposé une motion de censure transpartisane qui avait échoué à 9 voix près. Oui. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de LR. Or, hier, il y a eu suffisamment de LR. Donc, en réalité, puisque Macron a annoncé hier soir qu'il ne voulait pas faire de dissolution, ce qui serait normalement la suite logique, le retour au peuple, le retour aux urnes, face à une crise pareille, une crise latente. Alors, ils ont la possibilité maintenant, ces oppositions, de nous démontrer qu'ils ont vraiment compris. Et si elles ont vraiment compris, elles déposent très rapidement maintenant une motion de censure, elles la votent, et là, nous aurons très probablement une dissolution et un retour aux urnes. Maintenant, si vous voulez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, parce que si on s'arrête là, on aura une CMP, commission mixte paritaire, qui débouchera soit sur une loi immigration style Sénat, mais ça ne change pas grand-chose, soit la loi sera enterrée, et en réalité, on aura eu cet épisode pour rien. Donc, il ne faut pas que ce soit un épisode pour rien, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, il faut déposer une motion de censure, il faut qu'elles nous prouvent qu'elles ont vraiment compris et qu'elles renversent ce gouvernement. C'est ce qu'on leur demande. Alors, on va voir en effet sur l'avenir. Je me tourne vers vous, Pierre-Yves Rougeron. Est-ce que ce vote, enfin, on a arrêté de se boucher le nez et d'avoir des pudeurs de gazelle pour voter avec, en gros, le RN, hein, c'est plutôt ça le problème en général. Est-ce que c'est pas lié aussi, finalement, aux dernière actualité internationale, le conflit israélo-palestinien, où on s'est rendu compte, la doxa, la pensée majoritaire, s'est dit soudainement que finalement le pire ennemi c'était LFI et pas le RN. Donc le RN, par jeu de balancier, est remonté dans la capacité de s'allier avec lui. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est tout à fait possible que ça ait eu, disons, un impact. Mais ça va être un impact très mesuré et surtout très temporaire. Parce que, ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de raisons à rappeler pour diaboliser le Front, enfin le Rassemblement national, pour que ça revienne très rapidement. Ça, vous inquiétez pas. Si vous voulez, comme disait Karl Rove, l'ancien stratège néoconservateur, il en restera toujours quelque chose. Oui. Donc, je pense surtout que, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Florian, et je me permettrai de rajouter un point qui, moi, me pousse pas à l'optimisme. C'est que... merci. Hein. Moi, je comptais sur vous. Me pousse pas à l'optimisme pour une raison, c'est qu'il y a deux choses que personne ne dit sur ce vote. Oui. Premièrement, il y a une partie du groupe Renaissance qui est allée entraînant les pieds. C'est vrai. Là, vous avez assisté à un règlement de compte, et c'est ça qui a permis, alors il ne faut pas s'esbaudir, sur un règlement de compte et sur un tir dans le dos que les hommes de M. Attal ont balancé à M. Darmanin pour rassurer la partie gauche de Renaissance et tous les agents qui se déploient de M. Attal en ce moment au sein de la coalition LFI, au sein de l'ancien Parti socialiste et au sein de toute la gauche, pour dire, vous inquiétez pas, il vous joue Blanquer radical dans son ministère pour draguer les LR parce que ce sont des idiots, et d'ailleurs ça marche, mais il sera un gauchiste sociétal sur tout le reste, et on va vous le prouver. Donc,
là, pour le coup, vous avez surtout assisté à l'humiliation de Darmanin, mais une humiliation qui était autant interne que externe. Oui, On a remis Darmanin sa place. oui. 1. 2. Tous les partis qui ont voté ce texte de rejet ont des raisons temporaires de le voter. LFI doit se sortir du conflit israélo-palestinien sur une note interne bien gauchisante. Hmm. Ces alliés qui sont en train de le trahir et qui, eux, espèrent une dissolution parce que eux espèrent que Mélenchon s'enfonce en cas de vote, doivent quand même redorer leur blason gauchiste. Je pense évidemment aux Verts, mais je pense également aux hommes de Monsieur Faure et à quelques autres. Les LR doivent dire oui, mais nous, on continue à exister pour sauver les meubles, on les a pas encore vendus. Donc, le Front doit faire semblant d'avoir un rôle dans l'Assemblée. Donc, tout le monde avait intérêt à faire un petit quelque chose. Ouais. Est-ce que ça déstabilise Macron? Non. Ça humilie Darmanin, mais Darmanin, son humiliation était prévue sur ce texte ou sur un autre, qu'il soit remis à la place par le groupe Renaissance. Parce que moi, ce que je pense, la vraie leçon de ces derniers jours, c'est que la chute de Gérard Darmanin est en cours, et je pense qu'on commence à faire place nette Oui. dans les successeurs potentiels d'Emmanuel Macron. Oui. Alors, intéressant également, puisque vous parliez du RN, cette petite musique qui se joue désormais. Alors, pourquoi qui a cet intérêt-là? Évidemment, à part le RN. Et encore, je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment très intéressant pour le RN. Quand on parle de dissolution, on demande à Jordan Bardella s'il se sentirait d'être Premier ministre de cohabitation. Je vous propose d'écouter la réponse de Jordan Bardella au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM. Écoutez. On est en janvier. Il y a une dissolution. Vous obtenez une majorité. Est-ce que vous accepteriez, vous ou Marine Le Pen, d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron? Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron? D'être un Premier ministre de cohabitation, bien sûr. Voilà. Florian Philippot, comment vous interprétez cette nouvelle musique qui se joue depuis hier sur la dissolution, le fait qu'on en parle à Jordan Bardella, et finalement, est-ce que ce ne serait pas un cadeau empoisonné pour le Rassemblement national? Ah bah, permettez-moi d'abord de dire que nous sommes dans un pays qui imagine avoir maintenant comme président de la République Gabriel Attal et comme Premier ministre Jordan Bardella. Bon, je crois que notre France est en train de démontrer là qu'elle n'a plus rien malheureusement pour le moment, j'espère que ça reviendra, du grand pays politique inscrit dans l'histoire et les âges qu'elle est. Bon. Fermer cette parenthèse, Jordan Bardella se jetterait sur ce poste qu'il n'aurait pas, parce qu'il faudrait qu'il y ait... ils peuvent jouer, et c'est ce que Mélenchon avait joué en juin 2022, élisez-moi Premier ministre, on sera majoritaire. Bon, le RN ne serait pas non plus demain majoritaire, même s'il y avait une dissolution. Donc tout ça, c'est du spectacle. Mais Jordan Bardella, Premier ministre de cohabitation d'Emmanuel Macron, en tout cas, ça fonctionnerait, je pense, très bien. Parce que la mue du RN vers le système est quasiment achevée. Ils ont abandonné successivement la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, de Schengen, de la CEDH, récemment par un communiqué de Jordan Bardella, même du marché européen de l'électricité. Ils n'ont rien dit concernant le Covid et nos libertés. Ils ont voté d'ailleurs tous les dispositifs liberticides des Jeux Olympiques, comme la reconnaissance faciale qui va apparaître pour la première fois dans l'espace public. Leurs parlementaires européens ne se sont pas opposés au règlement européen de censure DSA. Ils ont laissé passer, ainsi que la facilité pour l'Ukraine, c'est-à-dire 50 milliards d'euros pour M. Zelensky et son régime, et une perspective d'adhésion à l'Union européenne. Pareil, ils l'ont laissé passer au Parlement européen. Donc, si vous voulez, la mue, elle est vers le système, elle est achevée. Donc, en réalité, le couple Bardella-Macron, je pense, fonctionnerait assez bien. Parce que je ne vois pas ce qui les différencie objectivement. Oui. À part quelques clins d'œil électoralistes de temps en temps par certains mots différents. Aujourd'hui, sur les grands dossiers, Israël, Ukraine, Russie, Union européenne, politique économique, il n'y a objectivement plus de différence. Mais c'est donc pour ça que je vous demande. Ouais, c'est pour ça que je vous pose cette question. En fait, il y avait deux questions en une finalement.
Est-ce que ça ne montrerait pas au grand jour ce rapprochement dont vous parlez? Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire que l'opposition n'en est pas une et que voilà, est-ce que derrière même, y aurait-il pas une intention aussi des médias de révéler cette imposture? Enfin, je sais pas, je pose beaucoup de questions, je vous laisse répondre. Et puis, Non, je vais poser la même honnêtement, question je vais évidemment à dire, Pierre-Yves Rougeron. oui, on peut faire plein de conjectures, mais honnêtement, c'est tellement une hypothèse en réalité parce qu'imaginez avoir la majorité seule, le RN devrait l'avoir seul pour exercer le pouvoir, parce qu'on sait que dès qu'ils proposent une proposition de loi à l'Assemblée, etc., ils ont strictement leur voix, quand leurs députés sont là d'ailleurs, ce qui n'est pas garanti, mais ils n'ont jamais de voix à côté. Donc ils devraient vraiment être seuls. Donc ils n'auront jamais de majorité absolue seuls. Enfin, ils partent de bien trop loin et les sondages d'ailleurs actuels ne leur donnent absolument pas cela. Donc tout ça, c'est quand même de la fantaisie et de la conjecture. Mais après, si vraiment Bardella était Premier ministre de cohabitation de Macron, ça tuerait toute chance, c'est sûr, d'élection d'un président ou d'une présidente RN en 2027. Parce que imaginez aujourd'hui qu'on refile en fait la patate chaude au RN qui doit gérer des problèmes terribles avec un logiciel qui n'est pas adapté pour les gérer, c'est-à-dire un logiciel qui n'est pas un logiciel de rupture, qui reste un logiciel dans les clous euro-mondialistes, donc il fera la même politique avec les mêmes résultats et les mêmes échecs. Donc effectivement, ça flinguerait en tout cas toute chance d'élection de Marine Le Pen à la présidentielle en 2027. Alors Philippot, je sais que vous devez nous quitter. Est-ce que vous voulez ajouter encore quelque chose concernant justement bon, moi j'appelais ça historique. Selon vous, c'est peut-être historique, mais ça risque pas de rester longtemps. Ouais. Il ne faut pas totalement minimiser parce qu'une motion de rejet n'a pas été votée à l'Assemblée depuis 25 ans. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Donc ça veut dire que ça rappelle quand même aux Français que la Macronie est minoritaire à l'Assemblée, qu'on peut faire des choses. Moi, je dis que ça met la responsabilité dans le camp des oppositions, c'est tout. Et c'est à nous, peuple français, résistance, en dehors de ce spectacle médiatico-parlementaire qui est de plus en plus éloigné de nos préoccupations réelles, c'est à nous de faire pression plus que jamais, et ça doit nous donner du baume au cœur dans le combat, c'est tout. Il ne faut pas le prendre toujours de manière cynique, et même si on n'est absolument pas naïf, et je rejoins totalement tout ce que vient d'analyser Pierre-Yves Rougeron à 100%. Mais je pense que malgré tout, il faut essayer de le prendre en combativité. Il faut se dire, voilà, vous nous avez prouvé quelque chose, maintenant vous allez nous prouver la suite, et on va mettre une pression phénoménale sur vous et vous balayer si vous ne faites pas le boulot, c'est tout. C'est à nous, peuple souverain, de reprendre le contrôle de notre destin. Et responsabilité donc de l'opposition. Merci beaucoup Florian Philippot, président fondateur des Patriotes. Je me tourne vers vous, Pierre-Yves Rougeron, pour continuer justement d'interpréter ce vote. Je vous pose la même question que j'ai posée à Florian Philippot concernant cette allusion à la cohabitation macroniste et RN. Selon vous, à quoi joue finalement, enfin, quel est le rôle de cette suggestion, on va dire, imaginative? Alors, moi, tout simplement, je pense que les médias font leur job, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, vous voyez, alors qu'il n'y a pas de menace front. Il n'y a pas de menace front. Vous dissolvez demain, ils ne sont pas majoritaires. D'accord ? Vous faites une élection présidentielle, ils ne sont pas élus. Tout le monde le sait. Mais par contre, il faut faire une seule tête derrière le président et une seule tête derrière les successeurs potentiels. Donc le système se met déjà en branle. Si vous voulez, c'est ce que dans l'histoire russe on appellerait le temps des troubles. Vous voyez, c'est le temps des troubles qui se met en place. Tout simplement parce que, voilà, et donc on en rajoute sur l'ennemi. Et alors vous me direz, est-ce que ça marche ? Ça marchera auprès d'un électorat GLR. Ça marchera auprès des Rotary Club de province qui donnent les cadres, des cadres LR. Mais en fait, ils feront de très bons cadres pour le successeur. Enfin, vous voyez, c'est un discours, ce sont des discours de niche. Ensuite, vous avez certains journalistes plus intelligents que les autres qui, eux, disent oui, non, si, il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils y aillent parce que nous, on connaît le matériel humain du Rassemblement national. On sait que ça va être un grand guignol, qui vont tout trahir, et que ça va être certainement l'aventure la plus ridicule depuis le quinquennat Hollande. Mais ceux-là sont comme vous êtes dur avec M. Hollande. Ceux-là sont très minoritaires. Ils savent très bien, parce qu'ils ont une connaissance basique des institutions de la Ve République, que de toute façon, en l'état actuel, le Front devrait faire une coalition s'il entrait dans un gouvernement. Je vous rappelle que, contrairement à la légende, la plupart des gouvernements de la Ve République sont des coalitions, que si le Front entrait dans une coalition, il tomberait sur
sa propre absence d'expertise, donc qu'il serait aux mains de l'ancienne technocratie LR, pour celle qui n'est pas déjà partie chez Zemmour, et que l'ancienne technocratie LR, ce sont les recalés, les regatons et les picassiettes qui ont été mis en minorité dans leur propre parti par l'ancienne énarchie de M. Juppé, dont la moitié est chez M. Macron et l'autre moitié court derrière Édouard Philippe. Donc, il reste de plus toute grand-chose, façon, d'après votre décompte. Oui. il reste plus grand-chose, et croyez-moi, ce qui reste dans le frigo ne vaut pas le détour. Donc, le problème, c'est qu'il est évident, en plus, aujourd'hui, le logiciel du Front est un logiciel à la Mélanie, donc euromondialiste. Donc, on sait très bien ce qu'ils feront. Ils feront ce que Mélanie fait. Donc, c'est même pas la peine d'avoir une conjecture, on a un exemple en live. Donc, et pardon, je sors un peu du sujet, mais vous en connaissez des partis en France qui feraient autre chose, enfin, qui se disent de droite, qui feraient autre chose? Il y a des structures, en tout cas, où il y a les hommes et la volonté. Ça, il y en a. Il y a 3 minutes, on avait quelqu'un qui en représente un. Donc, donc vous voyez, le problème, c'est que, je le dis assez sincèrement, il y a aujourd'hui plus de cadres, y compris à LFI, qui sont conscients, pour leur programme à eux, qui n'est pas le mien, de la nécessité d'une rupture. Le problème, et ça, même beaucoup de médias alternatifs jouent là-dessus, c'est que ce n'est plus la peine de se gaver de mots et de s'enivrer de mots comme la remigration, comme l'opposition Covid, etc., vu les résultats qui ont été faits au Parlement européen. Voilà, au Parlement européen, il y avait une opposante, c'était Michel Rivasi, elle n'est plus là. Bon, terminé, maintenant, il faut tourner les pages. Donc, alors, je sais pourquoi vous avez évacué Virginie Joron, mais tout de même, elle a quand même œuvré pour... Elle a surtout permis une carrière personnelle et qui a permis à Marine Le Pen de pirater des dossiers sur lesquels son groupe s'est couché. Oui. Donc, le problème, c'est... et on va avoir que ça. On va avoir que ça. Donc, d'un certain côté, pour nous, et Florian a tout à fait raison, il faut le prendre en énergie et en combativité, parce qu'à l'intérieur du système, ce qui est le plus intéressant, malheureusement, c'est la mise en place des successeurs. Ce n'est pas des oppositions qui, de toute façon, le pire qui peut leur arriver, c'est d'arriver au pouvoir. Oui, c'est la question que je posais justement en sous-main derrière cette première question. Alors, bon, on reprend notre sujet de ce vote. D'après vous, finalement, pas grand-chose aujourd'hui à attendre de la suite d'une forme d'opposition qui ressemblerait vraiment à une opposition? Premièrement, prenez l'intérêt de chacun des acteurs. La dissolution, ça intéresse un tout petit peu le Front parce qu'ils pourront gagner quelques députés, ça c'est certain. Ça n'intéresse pas M. Mélenchon. C'est sûr. Qui serait... Alors qu'il ne perdrait pas tant de plumes. Sa coalition ne perdrait pas tant de plumes. Oui. Mais lui, il perdrait des plumes au sein de la coalition. Bah oui. Il a déjà commencé à en perdre. Je rappelle les derniers mots de Mathilde Panot au sujet de la dissolution hier soir. Nous n'appelons pas particulièrement à la dissolution, dit Mathilde Panot, tout en précisant. Non, mais c'est amusant. Bon. Mais il faut suivre dans cette belle pièce de théâtre, il faut suivre tous les jeux d'acteurs jusqu'au bout. Il faut suivre tous les acteurs. Oui, Or, le problème, c'est... Comment je vais vous dire ça? Ça peut intéresser à la rigueur une partie de l'état-major de ELV. Alors, ça peut intéresser, si quelque chose peut intéresser Monsieur Faure, mais là, on tombe vraiment dans la coulisse, là, pour le coup. Mais, ça ne pèse pas grand-chose, objectivement. Par contre, eux, ils y auraient plutôt intérêt. Les LR, absolument pas. Les LR peuvent pas disparaître des bancs, mais leur inclusion dans le groupe Renaissance serait actée pour au moins la moitié de leur groupe parlementaire. Donc, là, pour le coup, aux personnes dans l'état-major LR, vu que personne, je pense, à LR, il y a un homme qui aurait intérêt à retourner complètement la table, parce que sinon il n'existera jamais, c'est Wauquiez, mais il n'est pas disposé à le faire, de toute évidence. Donc, tout le reste, ils sauveront les meubles tant qu'ils pourront. Donc, et aussi, il faut être honnête. Florian l'a très bien dit.
la plupart des gros textes qui vont venir jusqu'aux élections européennes d'abord et présidentielles ensuite seront des textes communautaires, comme je le rappelle, 70% de notre droit nouvellement créé. Donc, va falloir quand même, si on veut faire une dissolution, va falloir trouver, ou si on veut faire du harcèlement parlementaire, il va falloir trouver tous les textes d'apparat, tous les textes sans importance pour pouvoir jouer dessus. La seule chose, c'est que là, les Français vont vite se lasser quand même. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me pose finalement, puisque vous êtes tous les deux d'accord avec Florian Philippot sur cette histoire de dire que finalement cette loi immigration, malgré tout le bruit qu'on a fait dessus, n'avait que très peu de portée. Bien sûr. Mais alors pourquoi la Macronie s'est-elle mise en danger sur une loi qui ne signifie rien, et alors que, comme vous l'avez tous les deux dit, finalement, elle tendait un peu les bâtons pour se faire battre des deux côtés. Alors, le problème, c'est que la Macronie, aujourd'hui, ce n'est plus un tout unitaire. Le président Macron, lui, voulait une petite loi immigration parce que Emmanuel Macron a copié la stratégie de M. Sarkozy. C'est-à-dire, la France est une gigantesque station essence, moi je suis colporteur en cocktail Molotov, je vais en jeter un pour voir ce que ça fait. Donc, vrai ou faux, Sarkozy faisait des débats comme ça, rappelez-vous. On dit une bonne bêtise, n'est-ce pas? On dit une bonne bêtise et on attend que... Ah, pardonnez-moi. Excusez-moi. Les aléas du direct. On fait une bonne bêtise et on attend la réaction sociale et on essaye de surfer dessus parce qu'on se croit très malin. On est d'accord qu'Emmanuel Macron fait ça depuis toujours. Oui. Enfin, oui. Bon. Or, lui, il continue là-dessus parce que pendant ça, l'européisme avance, pendant ça, lui, il règne, et au-dessus de tous les gens qui se disputent sur des peccadilles, Qui se divisent, il apparaît comme la figure tutélaire, ce qui tombe bien parce que c'est comme ça que son ego l'imagine. Alors que les autres branches de la Macronie, parce que maintenant, il y en a d'autres, parce qu'on sait que même en promettant à Gérard Larcher un 4e tour à la cantine, il ne fera pas voter le Sénat pour l'ultime trahison qui serait de permettre à Emmanuel Macron un 3e mandat, ou alors, pour l'instant, les négociations sont que les prix n'ont pas été assez élevés. En tout cas, ce n'aura pas lieu en l'état. Donc, il y a quand même des dents qui s'aiguisent. Et ces dents qui s'aiguisent, vous en avez 2 types. Vous avez ceux qui veulent jouer tout de suite le centre droit. Et pour jouer le centre droit, il faut mettre un appôt à idiot. Alors, c'est la saison de la chasse. Et pour avoir le centre droit, vous avez 2 types d'appôt à idiot. Vous avez l'appôt éducatif, qui marche très très bien. Oui, ça marche bien, oui. Et vous avez l'appôt immigration, c'est-à-dire soit Mokhtar en capuche qui fait le bazar en classe, soit Mokhtar en capuche qui fait le bazar dans la rue. Oui. Vous avez raison, ce sont les 2 leitmotifs du Figaro d'ailleurs. Tout à fait, voilà. La droite Figaro, la droite Saumon. Bon, vous pouvez pas les avoir, enfin si, vous pouvez les avoir sur les promesses économiques de réduction fiscale, mais ça, la saison n'est pas encore arrivée, vous voyez. Ça, il faut laisser, sinon on va rien avoir à dire pendant la campagne. Oui. Or, là, pour l'instant, on met en place les appôts et ça fonctionne très très bien. Oui. Le problème, c'est que M. Darmanin est gêné aux entournures, non pas parce qu'il y a uniquement le front, mais parce qu'aujourd'hui, il y a le leitmotiv Zemmour, CNews. C'est-à-dire, on parle d'immigration tout le temps, donc il est obligé lui aussi d'entrer dans cette surenchère qui ne lui va pas, parce qu'on va l'évaluer sur ses résultats. D'où le fait que M. Attal prenne une avance assez remarquable sur M. Darmanin. Aussi parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus assis dans le groupe Renaissance, il faut être très honnête. Et il tient déjà la gauche du parti, et son côté, blanquérien, printemps républicain, va pouvoir être un appôt redoutable pour les proies de centre droit. Ouais. Et je pense que c'est ces 2 partis-là qui ont voulu y aller, une pour pouvoir mettre l'autre à sa place,
Et l'autre, parce qu'il se dit, si je ne suis pas... Parce que n'oubliez jamais une chose, ce caractère is no good, et je ne dis pas ça uniquement pour le côté verticalement concentré de M. Darmanin, et qui est une copie de M. Valls, qui était lui-même une copie de M. Sarkozy. On a compris. Et donc, Darmanin dit, voilà, cette loi peut être mon Karcher, c'est-à-dire que si je gagne, c'est moi, c'est ma loi, et si je perds, je peux dire à tout l'électorat de droite, vous voyez, j'ai été le seul à vous protéger de la vague migratoire, mais le Front et ces traîtres de LR ont préféré de nouveau Thomas au fait de reconnaître que le chevalier Bayard, c'était moi. Donc, le problème, c'est que je pense que M. Darmanin, et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, a beaucoup cru en lui-même, c'est sûr, mais a beaucoup cru dans son pouvoir de séduction, ce qui lui a d'ailleurs fait quelques misères dans une autre vie. Mais je crois qu'il a beaucoup cru dans son pouvoir de séduction sur ce texte, et je pense que à sa place, je serais inquiet. Évidemment, Emmanuel Macron va le garder parce que faut pas retirer le toast du grille-pain tant qu'il n'est pas totalement cramé. Mais malheureusement, ça se joue à ça. En fait, ce que vous nous dites, c'est que cette loi immigration, c'était donc le nouveau Karcher façon Sarkozy. Et puis finalement, on prend le Karcher, on a Kouchner, on connaît la formule. Et que ce n'était qu'un règlement de compte au sein de la Macronie, ce que vous nous avez dit en introduction. Et c'est ce règlement de compte-là, cette division-là, qui a permis à l'opposition qui est censée jouer son rôle d'opposition de ressembler à une opposition. Mais que finalement, tout ça... Ce qui ne veut pas dire que pour une fois, ils n'aient pas fait quelque chose. Hein. Oui, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand dans une équipe, vous marquez jamais de but, et qu'à un moment vous marquez un but, faut savoir pourquoi vous marquez. Oui, là, faut peut-être regarder l'équipe adverse. Et si l'équipe adverse est particulièrement mauvaise, le gardien avait piscine. Oui, c'est ça. Donc, et malheureusement, moi, sincèrement, hein, ce qui m'apparaît le plus, le plus fascinant dans cette affaire, c'est la mise en place petit à petit des duels internes au sein de la Macronie. Prenez quelqu'un qui l'a parfaitement compris, c'est M. Le Maire. Vous avez remarqué que M. Le Maire ne fait rien comme coup d'éclat qui indiquerait qu'il a encore une ambition présidentielle. Non, il écrit des romans. Oui. Il joue le techno, donc il joue le PM. Donc il joue Matignon maintenant. Je pense qu'il a compris que de toute façon, pour lui, c'était fini. Et là, pour le coup, ce qui se joue, c'est que la partie... C'est un autre message qui a été donné là par la partie droite de Renaissance, qui est Gérald, t'es bien mignon, mais nous, on a déjà notre candidat, c'est Édouard Philippe. Or, là, objectivement, c'est ça qui se met en place, et beaucoup de ceux qui avaient peut-être ce qu'on appelait des espérances dans le temps, vous savez, quand on espérait que les personnes âgées meurent et qu'elles voulaient quelque chose. On disait avoir des espérances. Et bien, ça va être le temps des espérances déçues, les mois qui arrivent. Je ne vois pas la Macronie... Mais c'est quand même... Alors, ça peut être aussi pris comme un... Et on va terminer là-dessus, puisqu'on arrive à la fin de cette rubrique, mais ça peut aussi être pris, cette division interne qui va continuer, de toute façon, qui ne reposait sur aucun fondement, réellement, donc qui va continuer de se diviser. Et finalement, avant, Emmanuel Macron jouait à diviser pour mieux régner à l'extérieur. Maintenant, ça commence au sein de son propre parti. Ça commence à sacrément craqueler, parce qu'évidemment, ça commençait avant. Donc, ça pourrait être une bonne nouvelle si, encore une fois, il y avait un parti ou une opposition digne de ce nom, malgré tout. Attendez, je reviens sur mon annonce, sur ma bonne nouvelle. On arrive proche de Noël, il faut quand même... mais justement, il y a 3 bonnes nouvelles potentielles. Ah, bon, alors allez-y. Et puis après, on va conclure. Je crois que vous avez une bonne nouvelle aussi, une annonce à nous faire aussi. Voilà, il y a 3 bonnes nouvelles potentielles. Alors allez-y. S'ils vont trop loin, pour l'instant, le grand gouvernement central est assuré. Pourquoi ? Parce que l'élection présidentielle est loin. Mais si ils vont trop loin dans la subdivision, il n'est pas dit que le système n'ait pas plusieurs candidats à envoyer. Et là, pour le coup, le quorum d'entrée au second tour pourrait faire que le grand gouvernement central pourrait se faire liquider. Ça n'est pas totalement impossible. Ça va dépendre énormément de ce qui va se passer à LFI,
Mais s'ils n'arrivent pas à siffler la fin de la récré, si ça part comme ça, alors qu'on est en 2023, il y a donc 4 ans à tenir, ça peut aussi très mal tourner pour eux. Point 1. Point 2. Ça peut armer des partis d'opposition. Le problème, c'est que l'électorat, comme c'est un électorat ouvrier et populaire, hein, c'est un électorat très fidèle. N'oubliez pas, le parti communiste les trahit après l'affaire de Montigny-les-Cormeilles et ils mettent 20 ans à changer de main. Vous voyez, donc c'est un électorat très fidèle, donc il n'est pas dit que tant que il y aura de la façade, il n'est pas dit que... Parce que ce n'est pas un électorat qui trahit facilement, parce que ce n'est pas un électorat qui vote avec ses intérêts, malheureusement. Mais il n'est pas dit qu'on ne puisse pas ne pas avoir même une bonne surprise de ce côté-là, si ça va trop loin. Mais dernier point, et c'est là où ça m'intéresse le plus, c'est que 4 ans comme ça, avec des signes de faiblesse du pouvoir, c'est surtout un grand mouvement social qui peuvent se prendre dans le coin de la tronche. Et ça attrait une partie de la fin du grand gouvernement central. Je pense que c'est l'angoisse d'Emmanuel Macron. Il ne bichonnerait pas autant les forces constabulaires et de sécurité intérieure si ce n'était pas le cas. Police, et je sais que c'est la crainte de ces hommes, sachant que, et en plus il sait déjà que parmi ceux qui sont en lice, s'il y a un craquement de ce type, déjà il y en a un que vous verrez plus, comme vous l'avez quasiment plus vu pendant la crise Covid, c'est Attal, parce qu'il sait se planquer sous les pierres. Et sinon, Emmanuel Macron va être face à son propre modèle de gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance par le vide, parce que quand vous êtes dans une réunion à 3 et que sur les 2 tabourets, il y a Le Maire et Darmanin, vous vous sentez vraiment seul. Donc, c'est là où ce qui s'est passé ces deux derniers jours, par la faiblesse du pouvoir que ça trahit, peut nous être très utile. Alors, moi j'ai une bonne nouvelle, je crois que vous avez encore quelques annonces à nous faire, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en direct, Pierre-Yves Rougeron. Nous avons battu un record d'audience en direct du live ici. Bravo à vous tous, bravo aux chers auditeurs. Merci évidemment à notre invité, parce que je pense que vous n'y êtes pas pour rien, Pierre-Yves Rougeron. Florian Philippot qui était là avant. Pas totalement pour rien. 3325 auditeurs Merci sur le live de YouTube. Évidemment, vous nous suivez aussi ailleurs, sur Twitter et tout ça. Et puis évidemment, après, vous pouvez récupérer nos vidéos derrière en YouTube et en podcast, etc. Donc merci à vous tous pour votre confiance. Continuez à pousser. Vous avez vu, c'est grâce à vous aussi. Je sens que vous œuvrez beaucoup pour nous, pour faire monter ces vidéos. Il faut continuer de le faire. Donc merci encore Pierre-Yves Rougeron et vous tous, chers auditeurs. Pierre-Yves, continuez donc rapidement parce qu'on va arriver. On a bien un petit peu dépassé le temps déjà. Vous aviez encore quelques éléments de bonnes nouvelles et surtout une annonce à nous faire. Alors, voilà, dans les événements de bonnes nouvelles, c'est traité. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise s'il commence à déconner comme ça, surtout qu'Emmanuel Macron n'a plus, sauf trahison ultime, ce que je pense, Larcher doit y penser parce que ça sauverait définitivement le groupe LR au Sénat. Mais c'est très difficile à faire. Il faut faire le congrès, c'est un changement de la Constitution. Ils trahiront ça. Ils ont trahi le référendum de 2005, ils peuvent le faire. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, logistiquement, ils partent pas aux champignons, faut être honnête. Mais bon. Mais en dehors de cette hypothèse-là, Emmanuel Macron n'a plus de pouvoir hiérarchique. Et ça, il le voit déjà à 4 ans. En plus, c'est pas totalement son caractère de supporter qu'on lui obéisse pas. Donc, on n'est pas à l'abri aussi d'un gros clash interne, quand même. Alors, sur la petite annonce personnelle, allez-y, on vous écoute. J'invite tous les auditeurs de Tocsin et bien évidemment les membres de Tocsin s'ils veulent venir nous faire un petit coucou. C'est le salon du livre souverainiste du Cercle Aristote ce lundi 18. Donc ça commence à partir de 18h et ça va se terminer un peu tard, ça se termine vers 22-23h. Donc on est plus d'une vingtaine d'auteurs, nous sommes au 10 rue Croix des Petits Champs, à Paris, donc c'est métro Port-Royal ou Opéra, et le Palais Royal, Opéra.
Et il y aura Des auteurs souverainistes. Donc vous voilà, devez... le camarade Bessonnet, le camarade Pierre Jovanovic, quelques autres, Jacques Sapir, enfin, disons, le livre souverainiste. On va un petit peu faire la fête. Ce sera la séparation du cercle Aristote jusqu'au. Alors, bien sûr, on va continuer à émettre, mais les rencontres physiques seront suspendues jusqu'au 15 janvier. Bah oui, Voilà. fête oblige et trêve des confiseurs oblige. Merci beaucoup Voilà. Pierre-Yves Rougeron. Merci à Je vous, rappelle ma que vous êtes chère, et donc merci fondateur à du toute Cercle l'équipe de Paxa. Aristote. Et oui, merci pour tout. Et donc on donne ce rendez-vous, j'imagine qu'on peut retrouver les informations sur votre site également. Merci à vous tous, chers auditeurs, continuez.